Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La Voie lactée est la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. À la regarder, on pourrait penser que tout va bien, aucun cataclysme galactique n'est en vue, et elle a encore de très beaux jours devant elle avant de fusionner avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, pour former une super galaxie elliptique. Cette interaction avec Andromède est quelque peu inévitable, en gros c'est sa destinée. Et pourtant, j'ai le regret de vous annoncer que notre Voie lactée va bientôt disparaître dans un futur très proche, et que le phénomène responsable de cette disparition risque d'être irréversible. Depuis les toutes premières civilisations humaines, la Voie lactée a toujours imposé un certain respect, une admiration, une crainte et une curiosité. Peu importe l'endroit où vous vous trouviez, que ce soit à la ville ou à la campagne, par un temps clair et sans lune, vous pouviez voir un spectacle magnifique avec des milliers d'étoiles, les autres planètes du système solaire et bien évidemment le grand arc de la Voie lactée. Beaucoup de civilisations comme les Grecs, les Mayas ou les Chinois avaient une connaissance avancée de la Voie lactée et du ciel étoilé en général par rapport à leur niveau de technologie. Et c'est justement la qualité du ciel qui inspirait de nombreux mythes de la création et de nombreuses histoires qui ajoutent un petit plus dans le gros bordel qu'étaient les mythologies. Durant la Renaissance, après que Galilée, Shipperley et Newton aient révolutionné le monde de l'optique, les observatoires poussaient comme des champignons et on ne se gênait même pas pour les mettre en plein centre-ville. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le trio des observatoires de Londres, Paris et Berlin qui dominait le game pendant plusieurs décennies. Mais à la fin du 19e siècle, une nouvelle technologie allait voir le jour. C'est la maîtrise de l'électricité et la lumière artificielle. Désormais, plus besoin de se faire chier à allumer des torches ou des lampes à huile, place au futur. Le développement massif de l'éclairage des grandes villes, puis des villes, puis des petits villages, ont brusquement changé la façon de voir le ciel. Aujourd'hui, si vous êtes à la campagne, par une nuit claire et sans lune, vous pouvez facilement voir des milliers d'étoiles dans la voûte céleste, ainsi que le grand arc de la Voie lactée. En revanche, par une nuit claire et sans lune au beau milieu d'une ville, observer le ciel s'avère être une tâche beaucoup plus difficile. On ne voit ni la Voie lactée, ni les nébuleuses, ni les galaxies. Les seules choses qu'on voit sont quelques dizaines d'étoiles, quelques centaines si vous n'êtes pas dans une trop grosse ville, les planètes du système solaire, enfin celles qui sont visibles à l'œil nu, et quelques autres trucs. Mais c'est tout. Et comme beaucoup de gens naissent, vivent et meurent dans les grandes villes, ils se forgent naturellement une conception assez biaisée et réductrice de la voûte céleste. C'est sûr, c'est pas très vendeur et c'est aussi très difficile de s'intéresser à un domaine où on ne peut voir que la surface. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Je ne dis pas que c'est mal, c'est juste une représentation de la réalité. Quand on est en ville, on ne peut pas voir la Voie lactée ou des objets un petit peu moins lumineux. Parce que l'éclairage public est tellement puissant qu'il fait naturellement office de projecteur, un petit peu comme le soleil en plein cagnard le jour. Et donc, la conséquence, c'est qu'on voit beaucoup moins d'étoiles. Et pas la Voie lactée, du coup. Vous avez certainement dû voir ces images des plus grandes villes du monde prises depuis l'espace, soit par des satellites, soit par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. L'éclairage public est désormais visible à des milliers de kilomètres de la surface terrestre. Si un alien s'approchait de notre planète avec une soucoupe volante, il pourrait presque confondre avec un environnement naturel. Mais cette pollution lumineuse n'a pas pour seule conséquence des jolies photos prises depuis l'espace, ça va bien plus loin que ce que vous pensez. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse connue de l'histoire de la Terre. Et le principal responsable, c'est évidemment l'homme. Et là où on aurait tendance à pointer du doigt le gaspillage, l'augmentation de la population humaine, l'effet de serre, les déchets, il ne faut pas non plus négliger la pollution lumineuse. Parce que mine de rien, ces effets sont assez catastrophiques. Déjà, vu qu'on est de plus en plus nombreux à rejoindre les villes en quittant la campagne, c'est-à-dire l'exode rural, il faut un développement massif de l'éclairage des villes. Et cette conséquence a un impact sur les oiseaux, les animaux marins, la faune, la flore, enfin bref, tout l'écosystème terrestre. Vu que l'éclairage de nuit est presque aussi puissant que le jour à certains endroits sur la Terre, notamment les grosses mégapoles, beaucoup d'animaux subissent leur système jour-nuit qui se décale. Et quand je parle d'animaux, je parle aussi de l'homme. Notre système hormonal est complètement désynchronisé. Nuit blanche, stress, fatigue, tout est bon pour jeter notre santé en l'air à cause de nos propres conneries. Et encore, si l'éclairage public était efficace, on aurait réglé au moins un problème. Sauf que c'est pas le cas.
La majorité de cet éclairage est composé de lampes à sodium. Vous savez, ce sont ces fameux lampadaires jaunes dégueulasses qui projettent une lumière horrible et qui sont même pas foutus d'être correctement dirigés vers le sol. Les lampes à sodium tuaient mon ennemi, je vais te tuer grâce à la technique qui tue les lampadaires à sodium. Lol. C'est sûr que c'est pas avec cette technologie qu'on va résoudre le problème de la pollution lumineuse. Cependant, je ne suis pas un spécialiste de la santé, je vais pas vous faire la liste de tous les décalages de notre santé avec la pollution lumineuse. Non. Sur ma chaîne, je parle d'astronomie. Revenons donc à nos observatoires. À partir des années 1930, lorsque l'éclairage public devient de plus en plus démocratisé, l'utilité des observatoires en pleine ville devient limitée. Prenons par exemple celui de Griffith. Si aujourd'hui cet observatoire est l'un des sites les plus visités à Los Angeles, et encore plus connu dans la pop culture, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo, son intérêt scientifique est devenu limité. Parce qu'avec la mégapole juste à côté, la qualité du ciel la nuit diminue chaque année. Même chose pour l'observatoire du mont Wilson, réputé pour être l'un des meilleurs des États-Unis et aussi au nord de Los Angeles. Installer une grosse lunette ou un télescope à côté d'une grosse ville est aujourd'hui devenu une idée contre-productive. Il faut donc trouver des solutions afin de construire des observatoires sur des sites fiables et où la pollution lumineuse est négligeable. La première solution, la plus radicale, c'est d'envoyer un observatoire en orbite autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle un télescope spatial. Là au moins, on est sûr qu'il est gêné ni par la pollution lumineuse, ni par l'atmosphère terrestre. On peut donc espérer faire des photos de malades, comme l'a prouvé le télescope Hubble, mis en service par la NASA il y a plus de 25 ans. Seulement, être dans l'espace ne signifie pas être protégé de tout. Les rayons cosmiques émis par le Soleil peuvent facilement être néfastes. Une tempête solaire est si vite arrivée, et ça peut donc facilement griller vos systèmes électriques. S'il y a quelque chose qui foire là-haut, on peut pas non plus le réparer dans la seconde qui suit. Il faut attendre. Et dans tous les cas, envoyer quelque chose dans l'orbite, ça coûte très cher. Ça demande de grosses ressources. Seules les plus grosses instances en termes de spatial dans le monde peuvent se le permettre. Les observatoires indépendants ou les petits groupes, non, ça ne marche pas. La seconde solution est de trouver un endroit sur Terre où la pollution atmosphérique est négligeable. Et dans ce cas-là, rien de mieux que les déserts ou les montagnes, ou si possible des déserts avec des montagnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand nombre d'observatoires, notamment européens, sont basés au Chili. Les déserts chiliens sont hauts en altitude, reculés et surtout extrêmement arides. Il n'y a quasiment pas d'eau dans l'atmosphère, il pleut 10 jours par an et c'est parfait pour ne pas avoir de perturbations atmosphériques. Comme on est au beau milieu de nulle part, la qualité de l'air est quasiment irréprochable. En Europe, on a certes des déserts, chauds ou froids, mais pas aussi grands que ceux du Chili. Il faut donc impérativement monter en altitude ou être au beau milieu de la campagne. On a quelques exemples mondialement connus comme l'Observatoire de Haute-Provence au beau milieu de la forêt ou bien l'Observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées à 2876 mètres d'altitude. Mais certains poussent la barre encore plus haut comme avec l'Observatoire du Sphinx en Suisse, faisant la frontière entre le canton de Berne au nord et celui du Valais au sud. Cet observatoire est posé sur un gigantesque rocher à plus de 3580 mètres d'altitude. C'est le plus haut observatoire en Europe, au beau milieu d'un désert de neige éternel et avec une vue imprenable sur le glacier d'Aletsch, le plus grand glacier d'Europe. Le seul moyen d'y accéder est de prendre le train le plus haut d'Europe. Ouais, il n'y a pas à dire, cet endroit cumule les records. Mais au lieu de constamment rechercher des endroits reculés où la qualité de l'air y est le plus pur possible, pourquoi ne pas changer notre mode de vie et notre consommation d'énergie afin de rendre les villes moins polluantes et donc avoir une meilleure qualité de l'air pour pouvoir mieux voir le ciel ? Eh bien, c'est exactement avec ce genre de réflexion qu'a été créée la International Dark Sky Association en 1988. C'est une organisation à but non lucratif comprenant des milliers de membres à travers le monde qui œuvre avec les municipalités, les gouvernements et les entreprises privées à baisser la consommation d'énergie dans les grandes villes et à promouvoir la protection du ciel nocturne. Si des organisations indépendantes ne le font pas, alors personne ne le fera. En effet, les entreprises ou les villes ne polluent pas par plaisir, ils polluent par nécessité économique. En revanche, nous avons quand même un sérieux problème avec la surconsommation d'énergie, à commencer par l'éclairage public qui, comme vous l'avez vu, est super moche. La situation actuelle est assez particulière puisque cette vidéo a été tournée lors du grand confinement pour faire face à l'épidémie du Covid-19.
Les plus grandes villes du monde sont à l'arrêt et la qualité de l'air s'y est améliorée. Donc pour ceux qui sont en ville et qui possèdent un balcon, vous pouvez observer le ciel qui est de bien meilleure qualité qu'en temps normal. Après le confinement, si vous voulez contempler la voûte céleste ou faire de l'astrophotographie, vous pouvez toujours vous rendre à la campagne. La majorité des abonnés qui regardent mes vidéos habitent en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Ce sont des pays et des régions où il y a certes des grandes villes, mais où la campagne n'est pas très loin non plus. Pas comme les USA ou l'Asie de l'Est, où là les mégapoles s'étendent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 3 seulement sur Terre est capable de voir la Voie lactée. C'est pas beaucoup, et avec l'augmentation de la pollution lumineuse et de la population humaine, ça ne va pas s'arranger de sitôt. Malheureusement, le fait de pouvoir librement observer notre Voie lactée est devenu un privilège. C'est pourquoi, même si notre galaxie a de beaux jours devant elle avant de fusionner avec sa voisine Andromède, en ce qui nous concerne, elle risque de ne plus être visible dans un futur proche. Cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Soyez au rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas que le fait de ne plus pouvoir observer ces espaces infinis serait une bien triste perte. Allez, à bientôt.